Devenir parent, c'est compliqué et la répartition des tâches dans le couple, c'est encore plus compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui est le pire entre la répartition traditionnelle où c'est monsieur qui va chercher l'argent, donc c'est madame qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, ou alors une répartition égalitaire 50-50 où on se répartit égalitairement les tâches depuis le début de la grossesse jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans, ou alors une répartition non pas égalitaire mais équitable où chacun fait en fonction de ses ressources et qui peut vite devenir une excuse pour que madame s'occupe de tout parce que finalement, c'est madame qui allait. Alors, on va voir qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le moins pire, mais en tout cas, comme c'est déjà compliqué, la situation est déjà compliquée, on va surtout chercher à savoir, non pas quel camp il faut choisir, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a de bon à récupérer dans chacun des camps pour pouvoir prendre sa décision au sein du couple. Alors, on va commencer par la répartition traditionnelle des rôles. Donc en gros, une petite description, c'est qu'il y a un pilote des revenus, souvent monsieur, et il y a un pilote de la maison, c'est souvent madame. Donc il y a des routines fortes, une to-do list centralisée, ok, et il y a une reconnaissance souvent implicite, elle n'est pas explicite, c'est genre madame fait le boulot et c'est son rôle, donc pas besoin de lui faire savoir qu'elle fait du bon boulot, quoi. Et un vice, c'est qu'il peut y avoir une protection financière de madame qui est floue, voire inexistante. En tout cas, c'est un des risques. Alors, cette position-là, elle est adoptée par pas mal de gens dans la société, mais elle est souvent critiquée comme étant un modèle ringard qui renvoie la mère à la cuisine et efface la charge mentale. Et souvent, les gens qui adoptent cette manière de faire, c'est que au fond, ils ont peur que sans rôle dominant, ce soit le chaos. On ne sait pas vraiment qui est-ce qui va chercher l'argent ou alors on ne sait pas comment se répartir les tâches, c'est compliqué. Donc, ça permet d'avoir une répartition claire et nette sans se poser trop de questions. Souvent aussi, c'est pour permettre de réduire le temps professionnel. En tout cas, il y a une des peurs qui est de si je réduis le temps professionnel, je vais perdre en statut et sécurité. Donc ça, c'est plutôt monsieur qui va avoir tendance à avoir ce genre de réflexion. C'est-à-dire que, ok, on vient d'avoir un gamin, mais si je dois passer mon temps à faire la cuisine et faire des tâches ménagères, je vais perdre mon statut social, je vais perdre en autorité dans mon job, je vais perdre des opportunités professionnelles. Et souvent, les boucs émissaires de cette manière de faire, c'est souvent les modes de garde qui sont accusés de remplacer les parents. Donc, la crèche remplace les parents. Donc, il vaut mieux que ce soit madame qui s'occupe des enfants plutôt que la crèche. On va avoir le féminisme qui est blâmé, qui est pointé du doigt, etc. Mais il y a quand même des points positifs que l'on va aborder dans un second temps. On va passer à la deuxième philosophie qui est le partage égalitaire 50-50 des tâches. Donc, en gros, c'est on compte tout. On compte le temps, les minutes passées. Qui est-ce qui compte combien tu as changé de couche? Moi, j'en ai fait tant. Toi, t'en as fait combien? Ok. Moi, j'ai donné le biberon tant de fois. Toi, t'en as fait combien? Ok. Et donc, il y a des tableaux Kanban. C'est bien organisé. On sait qui est-ce qui a fait combien, qu'est-ce qui a fait quelle tâche, à quelle fréquence, à quelle intensité. Et voilà, par contre, une des critiques qui est souvent faite à cette philosophie, c'est que c'est un peu la police du ménage. Et il y a aussi le fait de devoir montrer sa reconnaissance, mais de manière très formelle et de manière pas spontanée du coup, pas spontanée du tout. De manière à ce que le travail de madame soit pris en compte, soit reconnu. On demande à ce qu'il soit reconnu, mais ça peut parfois ne pas être fait de manière très authentique. En tout cas, les peurs qui alimentent cette manière de faire les choses, c'est que si on n'impose pas le 50-50 tout de suite, on a de grandes chances que l'injustice s'installe et reste à durée indéterminée. On a une non-validation qui est explicite. En tout cas, que sans la validation explicite, on peut vite, en tout cas madame peut vite se sentir pas appréciée, pas reconnue dans son travail, dans les efforts, dans les sacrifices qu'elle fait. Et il y a aussi un refus d'accepter l'asymétrie postpartum. Parce qu'on n'a pas envie de se sentir piégé. Du coup, vite, il faut rapidement installer une situation égalitaire 50-50 justement pour éviter de tomber dans le piège. Donc, les boucs émissaires, souvent, c'est que l'allaitement, c'est vu comme prétexte éternel, que le job de l'autre, en tout cas le job de monsieur est blâmé. En tout cas, que l'injustice, en tout cas, l'inégalité est souvent pointée du doigt. Donc, que ce soit le fait que ce soit madame seulement qui puisse allaiter ou alors que ce soit monsieur qui n'a pas beaucoup de congés paternité. Donc, on va souvent pointer du doigt ces inégalités-là pour dire, OK, il faut arrêter ces inégalités-là. Il faut mettre en place le 50-50.
on va avoir également une autre philosophie qui est l'équité contextuelle, donc pas l'égalité 50-50, mais l'équité en fonction des ressources disponibles de chacun et puis à la recherche d'un équilibre dynamique. Donc peut-être qu'une fois ce sera toi qui va faire une fois c'est monsieur qui va faire 70% des tâches, une autre fois ça va être madame qui va faire 70% des tâches en fonction des disponibilités de chacun. Donc là, c'est une asymétrie assumée pendant l'allaitement ou la récupération par exemple, avec une date prévue de rééquilibrage. Donc on protège d'abord le corps et le sommeil et ensuite on remonte vers la symétrie. Donc c'est une reconnaissance de la symétrie qui existe, de l'inégalité qui existe, mais on essaie de rééquilibrer en fonction de la situation, quoi. Alors, une des critiques qui peut être faite à cette philosophie, c'est que souvent, ça peut être une excuse pour que madame, en fait, finalement, porte la majorité de la tâche, de la charge domestique, parce que, sous prétexte que c'est elle qui allait. Et le risque, c'est que la situation ne change jamais. Donc, les peurs qui peuvent animer cette philosophie-là, c'est que le fait de forcer l'égalité en 50-50 tout de suite, ça peut nuire au bébé, ça peut nuire à la convalescence. Donc, vaut mieux accepter qu'il y ait une inégalité, peut-être en faveur de madame. Madame va plus se reposer pendant un petit moment. Et quand elle sera plus disponible, elle va reprendre un peu plus de charge. Donc finalement, c'est au bénéfice de madame. Et une autre peur, c'est que les militants du 50-50 vont culpabiliser alors qu'on essaye juste de survivre. Donc ouais, c'est une peur sociale de se dire, ok, là on accepte le fait que la situation est inégale pendant un petit moment, mais c'est difficile d'en parler autour de soi parce qu'on va se faire attaquer par tous ceux qui prônent le 50-50 strict. Alors, maintenant qu'on a vu un peu une description du paysage et de ces trois situations, on va analyser un peu qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il y a de moins bon à récupérer dans chacune des philosophies. Donc, dans la spécialisation des rôles, donc la répartition traditionnelle des rôles où monsieur est spécialisé pour aller chercher l'argent et madame est spécialisée pour s'occuper du foyer et des enfants, on va voir un peu donc la sémantique, quelques questions de sémantique. Alors, le fait que ce soit une philosophie choisie et non subie, donc dans certains cas, ça peut être subi, mais dans certains cas, ça peut être choisi aussi, ça peut être consciemment choisi, ok. Et c'est pas forcément monsieur c'est pas forcément monsieur qui va nécessairement chercher l'argent. Dans les couples qui font le choix conscient de le faire, ça peut être des fois, c'est madame qui va chercher l'argent et monsieur décide de rester s'occuper des enfants. Peut-être que monsieur a eu, des parents qui n'étaient pas forcément présents, ou en tout cas un père qui n'était pas forcément présent et il choisit dans son expérience à lui d'être vraiment très présent pour ses enfants et il se trouve que madame a une situation professionnelle adéquate pour aller chercher de l'argent dehors. Ok, il peut faire le choix de fonctionner de cette manière-là. Ensuite, il y a la reconnaissance implicite à rendre explicite. Et il y a également prévoir des filets de sécurité parce que pendant que la personne qui reste à la maison s'occuper des enfants n'est pas en train de générer des revenus et d'avoir des revenus à lui, à soi. Donc ça peut être important de clarifier la situation. Donc les mythes qu'on entend, en tout cas, il y a certaines personnes qui sont pour cette philosophie et ils en ont totalement le droit, mais ils utilisent peut-être les mauvais arguments ou peut-être pas les bons arguments pour pouvoir défendre leur position. Et parmi les argumentations qui ne sont pas forcément les plus défendables, on a « c'est moi qui paye, donc c'est toi qui fais ». Donc ouais, c'est moi qui vais chercher l'argent, donc c'est toi qui t'occupes des enfants. Il y a aussi c'est madame qui gère mieux, donc on la laisse faire, c'est elle qui va mieux faire. Il y a aussi la crèche, ça casse l'attachement des enfants. Du coup, on ne va pas mettre les enfants à la crèche, on va plutôt laisser madame s'occuper de tout ça. Mais il y a aussi des faits solides qui permettent de choisir consciemment cette philosophie-là. C'est qu'une répartition claire peut être efficace si elle est consentie et révisée. La protection et la reconnaissance, ça permet de prévenir l'injustice perçue et la qualité du coparentage pèse plus que le modèle en soi. Donc ça, c'était un peu les avantages et les inconvénients de la spécialisation des rôles. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la répartition 50-50. Donc,
là, il faut bien faire la différence entre ce qui est égalité, entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est vraiment 50-50. On compte, on mesure, toi tu as fait combien, moi j'ai fait combien et on mesure. Alors que l'équité, c'est on va faire en sorte que la situation soit juste. C'est pas forcément un 50-50, mais ça se trouve, c'est quelqu'un qui a plus de capacité va fournir en 70, tandis que l'autre qui a moins de capacité va fournir 30%. Et ce sera quand même perçu comme équitable. Alors, pour la sémantique, on va passer directement aux mythes. Donc, les mythes qui défendent cette philosophie-là, c'est que l'allaitement n'excuse rien. C'est pas parce qu'on allaite qu'on va pas faire 50-50, donc on doit faire 50-50 même si madame allaite. Il y a aussi le concept de tout le temps de madame et le temps de monsieur est égal en soi. Donc, les minutes de madame sont égales aux minutes de monsieur et il n'y a pas de raison d'avoir une inégalité en termes du temps que chacun va passer à s'occuper de la maison ou des enfants. Il y a aussi le concept de si il y en a un qui n'a pas dit merci, il y en a un qui ne montre pas sa reconnaissance, c'est que finalement il ne montre pas son amour et que finalement il n'est pas aussi investi dans le couple. En tout cas, il y a une vraie question par rapport à la reconnaissance. Et il y a aussi le délire que si monsieur ne fait pas les nuits, c'est que forcément c'est un feignant. Par contre, il y a des faits solides qui appuient cette philosophie-là quand même. C'est le fait que la division inégale et invisible baisse la satisfaction. Et le fait de visibiliser, rendre visible la charge domestique, la charge mentale surtout, c'est la charge mentale qui est plus invisible. La charge domestique, on voit à peu près les tâches, mais la charge mentale, on ne la voit pas. Mais le fait de la rendre visible et le fait de remercier madame pour le travail qu'elle fait, ça limite le ressentiment et ça limite les disputes de couple du coup. Et il y a également le fait que la co-implication tôt dans le processus, donc au début de la grossesse ou alors dès l'accouchement, c'est un facteur qui prédit un partage plus durable. Donc le fait d'installer une répartition 50-50 tôt ou le fait d'en discuter de manière précoce en tout cas, ça permet plus facilement d'arriver à un rééquilibrage par la suite. Même si on n'est pas obligé de garder le 50-50, le fait d'installer le 50-50, ça permet de se poser la question de la répartition et de plus tard, peut-être, trouver une répartition qui soit plus équitable. Donc maintenant, on va passer à la répartition du coup équitable et pas égalitaire. Donc, les mythes qui soutiennent cette philosophie, c'est que on va choisir l'équité parce que oui, il y a des inégalités, mais bon, on verra comment on se répartit les choses plus tard. Pour l'instant, madame, toi, tu t'occupes, c'est toi qui allaites, donc occupe-toi du gamin et occupe-toi de la maison aussi. Et puis voilà. Donc ça, c'est un argument qui peut être utilisé pour pousser cette philosophie, mais qui n'est pas forcément très pertinente. Il y a aussi l'argument du le 50-50, c'est idéologique, du coup on va pas faire 50-50 et on va faire la répartition équitable, mais peut-être sans forcément comment concrètement rendre les choses vraiment équitables, mais c'est juste une opposition au 50-50. Et il peut y avoir aussi une situation du style, bon ben tant que moi j'allaite, c'est madame qui va avoir ce propos, tant que moi j'allaite, toi tu fais 100% des tâches et je veux rien entendre. Si c'est moi qui m'occupe de faire les nuits, de me lever la nuit, ben c'est toi qui vas faire tout le reste. Alors, on peut avoir des faits plus solides qui appuient cette philosophie-là, comme le fait que le postpartum crée des contraintes réelles, des inégalités réelles. Du coup, ça vaut le coup d'essayer d'ajuster en fonction des ressources de chacun. Le fait d'avoir un plan daté plus faire un point, une revue tous les 15 jours par exemple, ça permet de réduire les conflits. Donc, histoire de se dire, OK, on a réparti les choses de telle manière sur une semaine, 2 semaines. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça me convient? Comment on a géré? Est-ce que c'était bien pour nous? Oui, non. Si oui, on continue. Est-ce que tu es d'accord? OK. Sinon, on réajuste. On essaie de trouver un autre équilibre. En tout cas, on revoit les choses. Et ça fait que le partage est progressif. Le partage progressif des nuits augmente l'engagement sans nuire à la santé. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision? Comment est-ce qu'on doit choisir un camp plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on doit faire la répartition 50-50 ou alors on fait monsieur va chercher l'argent et madame reste à la maison? Quand on vient d'être parent, sachant que c'est déjà compliqué, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour soi en tant que couple? Donc,
On va voir les différents cas de figure pour lesquels chaque philosophie peut être intéressante. Donc, la position de la spécialisation des rôles. Donc, ce n'est pas forcément monsieur qui va chercher l'argent, mais en tout cas, le cas où la spécialisation des rôles peut être intéressante, c'est quand il y a une différence durable de revenus horaires. Donc, s'il y en a un qui gagne beaucoup plus d'argent que l'autre, ça peut faire sens de faire ce genre de répartition. Tant que c'est choisi et conscient. Quand la garde des enfants à la crèche, ça coûte beaucoup d'argent ou alors qu'elle est rare. Donc, dans ce cas-là, on va dire, OK, on n'arrive pas à trouver de solution de garde, allons faire en sorte de quelqu'un reste à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Ou alors, il y a un projet de type instruction en famille et auquel cas, il y aura un parent qui sera responsable de l'instruction en famille et c'est ce parent-là qui, a priori, va rester à la maison et va s'occuper de la majorité des tâches. Ça peut être opportun dans le cas d'une phase de carrière qui est critique, mais temporaire. Donc, par exemple, s'il y a un des partenaires du couple qui soit il doit être en internat parce qu'il est médecin par exemple, soit il est en train de lancer une start-up et ils sont en phase de scaling et du coup genre il se lève mais il dort littéralement dans les bureaux de la start-up. Ou alors il y a quelqu'un qui s'expatrie, donc c'est un partenaire qui trouve une opportunité ailleurs et qui fait que toute la famille est expatriée. Dans ce cas-là, peut-être que ça peut faire sens pendant une durée déterminée que celui qui est expatrié aille travailler et que l'autre partenaire qui accompagne, en tout cas qui n'a pas une opportunité professionnelle sur place, s'occupe des tâches ménagères. Mais attention, l'important c'est d'avoir des garde-fous. Donc la protection financière et juridique, en tout cas pour la personne qui n'est pas en train d'avoir une activité professionnelle intense. Si on peut être marié sous la communauté des biens, c'est mieux. Si on peut faire en sorte de s'organiser, peut-être pas forcément par le mariage, mais s'organiser financièrement pour que la personne qui reste à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et que sa situation soit stable, c'est mieux. Si on peut organiser un temps de repos dédié parce qu'il y a une vraie charge domestique, une vraie charge mentale pour la personne qui doit s'occuper à la fois du bébé et de la maison, il faut prévoir en amont un temps de repos dédié pour que cette personne-là ne soit pas en burn-out. Et bien sûr, faire des revues trimestrielles, donc même pas forcément trimestrielles, à l'échelle de la semaine, on peut voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Quoique, quand on est dans la spécialisation des rôles, on n'a pas forcément l'opportunité de changer la répartition aussi souvent que selon les autres philosophies. Bon, d'ailleurs, on va voir les autres philosophies. Donc maintenant, la position du 50-50 immédiatement. Donc, ça peut être judicieux quand on a les deux parents qui sont disponibles et que les congés sont alignés, on a les congés en même temps, ok, c'est top. Quand on a une bonne santé postpartum, ok, on peut faire un 50-50. Il y a moins d'inégalités structurelles, donc on peut rechercher plus d'égalité fabriquée, entre guillemets. Ça peut être judicieux également quand le bébé est alimenté par biberon et pas quand il n'est pas allaité. Donc le biberon, que ce soit monsieur ou madame qui donne le biberon, c'est pareil. Donc ça fait que monsieur peut donner un peu plus le biberon, il peut participer un peu plus à l'allaitement, à la nourriture du bébé et il peut se lever également la nuit pour donner le biberon au bébé. Donc on peut faire des nuits alternées de manière beaucoup plus réaliste. C'est judicieux quand les horaires sont compatibles, quand on a un réseau d'aide présent. Et c'est judicieux également quand on a besoin de réparer la confiance et poser des bases durables. Donc, s'il y a eu des situations d'injustice, un sentiment d'injustice, de « ouais, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est moi qui suis sacrifié? Ce n'est pas juste ». Le fait d'installer un 50-50, ça permet de rétablir ce sentiment de justice finalement. Et enfin, la position de l'équité temporaire, donc pas l'égalité, mais l'équité, le sentiment de justice, même dans une situation d'inégalité. Donc, ça peut être judicieux quand le bébé, il a entre 0 et 3 mois, on va dire 3-4 mois. Donc, quand maman est en convalescence, après le postpartum, si maman a subi des opérations comme une césarienne, une épisiotomie, c'est judicieux de reconnaître l'inégalité, de ne pas chercher à faire du 50-50 et que pendant cette phase-là, monsieur va chercher à en faire beaucoup plus. C'est judicieux quand l'allaitement est exclusif. C'est judicieux également quand il y a un grand manque de sommeil. Ça peut être judicieux quand il y a une reprise de travail en décalé.
Donc, celui qui reprend le travail le plus tôt, des fois, ça peut être monsieur qui va reprendre peut-être un peu plus tard, ou alors madame qui va reprendre un peu plus tard. Mais en fonction de qui reprend un peu plus tard, ben, va pouvoir faire plus de tâches ménagères. Ça peut être judicieux quand il y a un parent qui est vraiment épuisé. Quand il y a un parent qui est vraiment épuisé, ben, c'est judicieux que l'autre prenne un peu plus la main sur la majorité des tâches. Donc voilà, on a vu un peu les avantages et les inconvénients de chacune de ces positions-là. Maintenant, on sait, sans forcément rentrer dans de la politique, dans de la polarisation, on sait c'est quoi les ingrédients à prendre dans chacune des positions et comment ajuster en fonction des besoins de chaque couple. Donc, j'espère que ça vous a été utile et que vous saurez prendre les ingrédients qui vous conviennent, qui fonctionnent pour vous dans votre couple, que vous pourrez tester, ajuster en fonction de ce qui fonctionne bien chez vous. Et puis, moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite.